Salut, ici Genzabou. Aujourd'hui, on travaille sur la définition de nos éventails de mains, donc les mains avec lesquelles on va ouvrir. Euh, c'est l'aspect fondamental de notre partie de bien déterminer quelles mains sont profitables, quelles mains ne le sont pas. Et puis, parce que c'est la base, évidemment, c'est là que ça détermine si on est un joueur gagnant, si on est un joueur perdant. Il faut inclure la chance, mais la chance, on ne la contrôle pas. On contrôle au contraire les actions qu'on va prendre. Donc, il faut s'assurer que les actions qu'on prend, ce sont les meilleures, les plus profitables. Donc, aujourd'hui, on travaille sur un scénario où est-ce qu'on est en cash game et c'est du 6 max, donc une table de 6. Et puis, au départ, pour notre scénario, tous les joueurs ont 100 big blind. Il n'y a pas d'ante. Le small blind, c'est 0.4, puis le big blind, c'est 1 big blind. Donc, on est en scénario 10 cents, 25 cents, donc du NL25, comme on l'appelle. Et puis, 10, évidemment, ça fait 0.4 de 25. Évidemment, ça changerait un peu si le big blind était à 0.5. Donc, pour évoquer un scénario comme du 25-50, du 51$, on aurait 0.5 puis 1. Donc, il faudrait refaire une simulation pour avoir des données précises. Tout n'est pas parfait. Si on n'a pas un ordi là qui est un monstre avec une mémoire vive infinie et puis processeur là de la mort, bien si on n'a pas ça, là, évidemment le scénario sera pas parfait. Il va y avoir des petites imperfections, mais c'est correct, ça on peut avoir une très bonne idée là, de comment jouer dans le scénario qu'on inclut. Si vous n'êtes pas familier avec Simple Preflop, ben le code de couleur, en vert, on ouvre, en rouge, on fold, et s'il y avait du jaune, on égaliserait, mais évidemment, je n'ai pas laissé cette option-là pour le joueur under the gun. Le joueur qui est en position under the gun n'ouvre jamais l'action en égalisant le big blind. Il ouvre. Dans le scénario, là, il faudrait arrondir aussi la mise. Je la mets habituellement à 2.4, mais 2.44, ça ne changera pas tant que ça. Donc, on peut voir ça avec quoi Under the Gun ouvre. Et puis, c'est un range assez tête, 16% des mains. Tous les as suited sont là. En fait, on voit que l'éventail est orienté vers les mains suited, donc les mains de la même couleur. Et puis, même au niveau des paires, ça dégringole vite. On joue vite en montant, mais après ça, c'est plus sporadique. C'est sûr que c'est tight. C'est contre des joueurs qui connaissent notre stratégie. Et puis ça, c'est l'équilibre. C'est le jeu optimal dans un scénario où tout le monde connaît sa stratégie ou connaît la stratégie des autres. Donc, on en arrive à un équilibre comme ça. C'est très tight. Je pense qu'il n'y a pas trop de mal à inclure presque toutes les paires. Ne serait-ce qu'au moins 7 à 5, pocket 4, pocket 3, pocket 12, ou peut-être les jouer à la moitié. Faut juste noter que c'est des mains marginales. Mais sinon, on voit que les rois suited, eux ont un avantage. On voit que roi 6 est préféré à roi 7 et roi 8. Ça semble, c'est un peu particulier. Mais c'est probablement une question de bloqueur. Probablement que le 6, c'est une carte qui bloque un peu moins. Mais sinon, c'est pas tant à dire non plus. Du côté offsuit, là, même Queen Jack, donc Dame Valet offsuit, on n'ouvre pas. C'est assez tight comme range, mais face à des joueurs expérimentés, si on a des joueurs qui ont beaucoup moins d'expérience puis qu'on peut exploiter, surtout sur les blinds, je pense que d'ouvrir Queen Jack, offsuit Queen 10, Jack 10, c'est pas nécessairement mauvais.
mais c'est quand même des mains marginales en position underdog. Si on compare avec la position suivante, le hijack, lui, il ouvre 20%, presque 21% de ses mains. Tous les as suited sont là, évidemment. Tous les rois 5 sans hésiter suited en montant. On incorpore dame 9 en montant. Valet 10 est là. 10-9, on a le premier suited connectors qui est là, si on exclut Jack 10. Premier suited connectors qui inclut une carte qui n'est pas une Broadway card, c'est-à-dire 10 en montant. Queen Jack, Queen 10, on les inclut du côté offsuit. On inclut As 9 aussi. 7 et 6 sont totalement joués, avec 5 un peu. Donc, rendu à cette position-là, je pense qu'on peut inclure toutes les paires sans nécessairement gêner. On voit aussi que 6, 5 et 7, 6 suited sont parfois utilisés, contrairement à 9, 8 et 8, 7, ce qui, encore une fois, peut sembler paradoxal. Mais c'est toute une question de bloqueur. Et puis, mais je pense que 9, 8 et 8, 7, là, on est proche de les inclure dans notre éventail de mains de départ pour le hijack. Si on regarde le cut-off, 26%, on augmente progressivement. Presque tous les rois suited. Dame 8, Dame 6 à l'occasion. Encore une fois, la même anomalie au niveau du 6. Le 6 semble être une carte prisée par le solvaire au départ du 7. Comme je dis, c'est une question de bloqueur. On retrouve le même phénomène en fait avec 7-6 comparativement à 8-7. Donc le 6 semble être une carte privilégiée dans ce scénario-là au niveau du solveur. Toutes les paires peuvent être incluses, je pense. On a des folds et des raises, là, mais je pense qu'on peut les inclure totalement. 9, 8, 18. Donc le 8 suited, on inclut ça. Le 8 avec une carte en montant, on inclut ça. As5 offsuit est inclus, on peut faire des straight avec ça, comparativement à As6, As7. As8 est inclus, donc tous les Broadway cards sont là. Voilà. Pour le bouton, là, on explose. Là. On passe de 26 pour le cut-off à 40 pour le bouton. Le 40, on inclut tous les paires, tous les As et rois suited. La dame 4 suited jusqu'à dame 5, valet 5. Alors, 10, 5 aussi, 9, 6. On inclut pas mal de mains suited. 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4. On pourrait peut-être aller jusqu'à 4, 3. C'est juste marginal, 4, 3. Juste vous montrer ici, si je vous montre, là. 4, 3, si on ouvre, on peut s'attendre à moins 0.06 big blind par ouverture. Donc, c'est pour ça que c'est pas utilisé. Il faut trouver le scénario pour renverser ce moins 0.06 pour rendre ça profitable. Tout est une question de perspective, tout est une question d'habilité aussi. Si on a confiance en nos habiletés, si on sait comment aller chercher cette perte-là pré-flop, puis si on est capable d'aller chercher ce gain-là après le flop, mais on peut l'inclure. Mais il faut savoir que dans un scénario où les joueurs, un scénario optimal, c'est pas une main qui est utilisée. Tous les as sont phase 2. C'est assez étonnant. Il faudrait voir, on est à moins 0.02. C'est pas très gros comme écart. Peut-être qu'on peut inclure as 2. Mais c'est juste savoir que c'est une main marginale. Toutes les offsuits, on se rend compte, on n'ouvre pas tant que ça avec les offsuits. 9, 8, non, 18, oui. Encore une fois, ça c'est un peu étrange. Bon, peut-être moins 0.01, puis ici on est kiff-kiff avec 18 off. Donc, là encore là, c'est toute une question d'habileté après le flop qui peut nous renverser la tendance et nous faire ouvrir avec des mains comme ça. Toutes les paires sont ouvrables. Donc, on voit que le bouton, puisqu'il a l'avantage positionnel après le flop, puisqu'il ne reste que 2 joueurs à parler après lui, ben c'est un facteur qui fait qu'il ouvre à 40%. Et c'est ce qui fait que l'avantage positionnel, ça nous amène que graduellement on part de Under the Gun à 16,55%, hijack 20%, cut-off 26%, bouton 40%. On voit la progression. Donc, ça illustre ici l'avantage positionnel.
Si tout le monde a foldé qu'on est rendu au big blind, je pense que là, le big blind, je lui ai intégré la, la capacité, l'habilité plutôt à seulement égaliser le big blind, donc limper. Donc, je lui ai offert une stratégie divisée, limper ou relancer, et relancer à 3.20 pour compenser le désavantage positionnel. Puisque si tout le monde a foldé, assurément, s'il y a un jeu après le flop, le small blind va être en désavantage positionnel. Il va être le premier à parler pour chaque rue, chaque street. Donc, sur le flop, le turn arrivant, on sait qu'il va être le premier à parler, ce qui est un désavantage. Donc, pour compenser ça, on ouvre un peu plus grand. Et on voit que le limp, c'est pas un scénario qui est utilisé si souvent que ça, là, 7%. Donc, avoir une stratégie qui n'inclut pas le limp, ce ne serait pas une catastrophe. Ça pourrait peut-être même simplifier les choses. Je l'ai inclus là, pour montrer un peu là, la variété. Mais dans une grande majorité, si le small blind décide de jouer, il va miser plutôt que limper. Quand même, il fold 55% des mains, mais il va en jouer 45, donc 44.5 en fait. Ça va ressembler quand même pas mal à ce que le bouton fait. Puis les limps, on les voit surtout. Bon, on limp, entre autres, on va commencer par les as, on limp un peu avec les as. Hein. 20% du temps avec les as ici. Une fois sur 5, on va jouer des as, on va limper. Question de ne pas trop affaiblir notre éventail de mains qui limp. Mais Dame 9, Valet 9, 10-9 suited, on voit que dans ce groupe-là, on limp quand même pas mal. Le 9 semble être une carte où on limp beaucoup. Le Roi 8, offsuit, on limp beaucoup. Dans les As, on a As 7, As 6, As 3, As 2 qui jouent à peu près à la moitié du temps. As 4, As 3 offsuit. Donc, Valet 5, 10, 5 aussi. C'est un peu varié. Mais on peut recommander. Le 9 semble vouloir limper. Avec les paires de temps en temps aussi. Son de variété, Pocket 8, Pocket 7, redeem quand même pas mal. Certains suited connectors. Surtout les one gappers comme 7, 5, 6, 4, puis les two gappers comme 9, 6. Le 6, en fait, on limp un peu aussi. Mais tout le reste, on ouvre. Un peu comme le bouton. Et puis, voilà, ça c'est pour l'ouverture simple des mains. Si tout le monde a foldé, le big blind est bien content. Il ramasse les blinds, puis il y a un walk, comme on dit. Je pense que pour l'approfondissement là, de l'éventail de mains, ben, savoir ça, l'ouverture des mains, c'est l'ouverture première des mains, c'est la base. Après ça, on va rentrer dans la zone des 3-bet. Parce que quand un des joueurs a ouvert, à part le big blind, c'est très rare qu'on va seulement égaliser. C'est très très rare. Le big blind étant le dernier à parler avant le flop, lui, il a le loisir de fermer l'action en égalisant seulement. On peut peut-être regarder justement ce avec quoi le big blind va défendre, donc dépendamment de la position qu'il affronte. Alors, si on joue contre le under the gun, tout le monde fold. Voilà. Eh bien, on voit que le big blind va quand même folder 78%. On n'oublie pas qu'il affronte le range le plus fort, le plus condensé. Donc, il va folder pratiquement 8 fois sur 10. Et après ça, les 2 fois sur 10, lui, il va jouer. Et on divise ça. Le 3/4 du temps des fois où il va jouer, il va égaliser. Et puis, il va relancer dans une faible proportion. Le 3-bet, la relance, 5.66. C'est quand même un range petit. Mais ce qu'il faut noter, c'est le fait qu'il égalise quand même 3 fois plus pratiquement qu'il relance au niveau de la fréquence. On ne verra pas ça partout, comme par exemple le small blind. Si le small blind, ben lui c'est le contraire. Il fait face à une ouverture under the gun, il va égaliser seulement 2% du temps, 2.34, et puis il va relancer à peu près presque 3 fois. C'est l'inverse. C'est l'avantage d'être le dernier à parler avant le flop. C'est l'avantage de fermer l'action avant le flop, de pouvoir fermer l'action avant le flop. Parce que si le small blind call, il y a encore le big blind
de qui il faut se soucier, en plus d'avoir la certitude qu'il est en désavantage positionnel après le flop. Si on regarde, est-ce que c'est le même phénomène qui se passe pour le bouton? On va regarder ça. Mais le bouton, lui, c'est le même phénomène, en fait, même dans une plus grande proportion. Ben, c'est ça, 3 fois à peu près. Il mise 3 fois plus qu'il égalise. Donc, il relance 3 fois plus qu'il égalise. C'est vraiment spécifique au Big Blind d'avoir la tendance inversée de pouvoir égaliser. Donc, face au joueur under the gun, le Big Blind, on voit qu'il égalise avec toutes les paires, sauf Dame, Roi et As, avec lesquels il relance presque tout le temps. Même Valet vont être majoritairement dans l'éventail de mains qui égalise. Donc, ça nous donne une certaine force au niveau de notre éventail de mains. Mais une autre main à noter, As-Dame, As-Dame aussi sont dans l'éventail de mains qui égalise. Donc, après ça, il y a des mains où c'est varié, comme les petits As. Les petits As avec des cartes pour la straight. La petite straight, c'est des mains avec lesquelles on est ambivalent. On relance ou on égalise. Suited connectors comme 6-5, 7-6, 8-7, 5-4, aussi un peu ambivalent. 8-6, donc ici, évidemment, si on relance avec ça, ça va être dans le but de bluffer. Pas tellement pour la valeur de notre main, mais dans un bluff. Donc, on inclut ces bluffs-là. Même chose pour ces as-là ici. Parce que ces as-là, l'avantage de pouvoir bluffer, ben, ils peuvent bien jouer après le flop si on est appelé. Mais aussi, c'est qu'on peut faire coucher des as plus forts, comme As6, As7, As8, As9, As10, qui vont avoir de la misère à égaliser notre relance. As10, c'est un peu moins, mais les 4 autres mains que je viens de nommer, là, c'est difficile d'égaliser. Donc, c'est un des avantages. Il joue bien après le flop. Il joue bien sur le flop avec des possibilités de flush et de straight. Et puis, il peut faire folder des mains meilleures, donc c'est un grand avantage. Il peut même faire folder des paires qui auraient la difficulté à égaliser. Paire de 6, 7. 7, peut-être un peu moins. 8, je pense qu'on égalise tout le temps. Mais bref, tout ça pour dire que voilà nos bluffs ici, là. Donc, face à under the gun, c'est un peu ça la stratégie. On va voir comment ça varie face au hijack. Donc, le hijack, tout le monde fold, le small blind, big blind. On égalise encore une fois dans une plus grande proportion. Pas tout à fait 3 fois, là, on est à 2 fois et demi, mais on égalise un peu plus. Donc, on voit que la proportion est un peu moins sévère que face under the gun. Donc, on voit que le 3-bet commence à être une stratégie un peu plus importante face au hijack. On va se rendre compte que plus on avance, plus c'est ça qui arrive. En fait, le 3-bet devient aussi important et devient aussi prédominant que la simple égalisation. Donc, vous voyez ici, on est encore à 2.5 face au cut-off. On égalise 20% du temps. On relance 8.74, s'approche de 9%. Fold seulement 3 fois sur 10. Fold seulement 7 fois sur 10, pardon. Et face au bouton, on va voir que c'est encore plus accentué. Le bouton, s'il ouvre, le big blind, là, on est presque 2 fois. Presque 2 fois seulement. Donc, le 3-bet commence à être plus important. On fold 6 fois sur 10 seulement. Donc, on va voir avec quoi on égalise. Là, ça devient assez complexe. Mais on voit que, évidemment, le bouton, le ventail de main le plus large au niveau de l'ouverture. Donc, on va répondre en fonction de ça. Il ouvre 40% du temps. On va jouer à peu près 40% du temps aussi. Mais de différentes façons. Mais si on égalise, ça va nous prendre ça des bonnes habiletés post-flop. Il faut savoir comment jouer avec le désavantage positionnel. Il faut avoir une stratégie qui est quand même forte. C'est un scénario qu'il ne faut pas se gêner d'étudier, le scénario bouton contre Big Blind, parce que c'est un des scénarios les plus fréquents au poker. Et puis surtout dans un scénario de simple avec une relance avant le flop, single raise spot. Il faut avoir une bonne capacité, une bonne agilité dans ces scénarios-là. Il faut être capable de les rendre profitables de chaque côté. Donc, voilà, si on regarde rapidement, je vais quand même clore cette vidéo-là qui ne sera pas très long.
peut-être entre 20 et 25 minutes seulement. Mais si on regarde avec quoi le joueur en position Big Blind, avec quoi il joue face au bouton, ben, il va relancer avec le paire de 10 en montant, avec As-Dame en montant, Roi-Dame suited aussi, les suits, avec Valet 10 suited, Valet 9 suited, de façon assez importante. King Jack, on est mitigé. Il y a beaucoup de mitigation après ça. Valet 7. Le Valet semble être une carte avec laquelle on va plus relancer que la Dame, si vous regardez. Donc, pour la même fréquence, Dame, Valet, Valet 10, les deux avec le Valet. Plutôt Dame 10, Valet 10, on ouvre, on 3-bet plus avec le Valet 10. Donc, on est un peu dans les bluffs ici, là. 19 suited aussi dans le bluff, pur bluff, comme troisième mise, comme 3-bet. 18-17. On voit que 9-8 suited, vous voyez la différence entre 19 9-8. C'est ici, c'est pas assez fort. Attendez, comment l'expliquer? Je vais regarder en fait que si, là on est dans on va regarder la relance, à quoi on peut s'attendre. Bon. Ah oui, là, il faut que j'explique quelque chose. Au niveau de EV, Expected Value, il ne faut pas oublier qu'on a déjà investi de façon forcée, la mise le Big Blind, la mise à l'aveugle. On a déjà été forcé de se commettre et de mettre un Big Blind. Donc, quand on regarde le scénario ici, 19 et moins 0.58, il ne faut pas oublier qu'on part avec moins 1 comme Expected Value. Donc, il faut lire 19 comme étant favorable de plus 42, plus 0.42 ici, dans un scénario de relance. Donc, au lieu d'être à moins 1, on est à moins 0.58. Donc, c'est un scénario favorable. Mais 9-8 aussi. 9-8, c'est favorable de relancer avec 9-8. Seulement, on va équilibrer notre stratégie. Si on regarde au niveau de l'égalisation, 9-8, on se rend compte pour moins 0.74, moins 0.75. On est indifférent avec 7-8 au niveau de s'il faut relancer ou s'il faut égaliser. Mais le 19 a légèrement plus avantagé de relancer. Donc, c'est intéressant de voir l'ambivalence de certaines mains. C'est assez surprenant de voir qu'avec 19, on va relancer, mais pas avec Dame-Valet. C'est assez surprenant de voir ça comme ça. C'est des suited connectors toutes les deux. Donc, autour de 19, oui. Valet 10 un peu. Dame-Valet non. Puis 9-8, ça tombe drastique, on arrête de relancer. Sauf quand on s'en va dans les purs bluffs. C'est 5, 5, 4, 4, 3, c'est des purs bluffs. Donc, ce qui est à noter aussi, c'est qu'on les as offsuit avec des petites cartes, non, on les faute. On ne se commet pas. Pas de possibilité de flush, ça nous enlève ça. C'est un facteur assez important. Puis le reste, les offsuit. Les offsuit, on ne jouera pas ça souvent. Pourtant, ça représente beaucoup de combos, là, les offsuit, mais on ne jouera pas beaucoup de off-suit comparé au suited d'une petite portion seulement qui ne sera pas jouée, mais comparativement à la grande portion des off-suit. Donc, voilà, c'est mon vidéo pour l'ouverture de main, pour discuter des mains avec lesquelles on ouvre. On pourra peut-être discuter des relances, des troisièmes mises, des 3-bets plus en profondeur dans un prochain vidéo. Dites-moi comment vous avez trouvé ça. Est-ce que c'était clair? Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que vous aimeriez que j'approfondisse certaines notions, que j'aille plus vite? Gênez-vous pas pour me laisser vos commentaires. C'est toujours pertinent. Ça m'aide beaucoup à m'améliorer autant dans l'explication des notions que dans la création des vidéos eux-mêmes. Donc, ça m'aide beaucoup comme dans mon développement de joueur de poker. Donc, eh bien, je vous dis à bientôt. Et puis, c'était Ginza Boom. Alors, bonne chance aux tables.
Salut!